L'œuvre de Gérard Hédé, les activités perdues du Grand Morin au fil du temps, au fil de l'eau, semble être bien plus qu'un simple récit sur une rivière. Elle incarne un véritable travail de mémoire et d'exploration de l'histoire locale. La façon dont l'auteur a parcouru la rivière du Grand Morin, de sa source à son confluent, montre un profond engagement dans la recherche et une volonté de faire revivre les traces du passé, les traditions et les activités qui ont marqué cette région. Gérard Hédé, en tant qu'antiquaire, s'est non seulement immergé dans l'histoire matérielle à travers ses objets et ses artefacts, mais il a aussi su rendre cette histoire vivante et significative pour ses lecteurs en la reliant à son propre parcours personnel et aux lieux qu'il a côtoyés. La ville de Coulommiers, qu'il connaît bien et qui a été le témoin de ses premières expériences, occupe une place centrale dans son écriture. Ce n'est pas simplement un lieu géographique, mais un véritable ancrage affectif et professionnel. Son parcours de flûtiste dans la musique de la deuxième era, où il a côtoyé de nombreux artistes, chercheurs et collectionneurs, montre aussi que son engagement culturel ne s'est pas limité aux objets et aux lieux. Il a, par ses rencontres, enrichi sa propre vision de l'art et de l'histoire. L'écriture de ce livre, en réintégrant ses diverses expériences et influences, en fait une œuvre pleine de richesses à la fois historique, musicale et artistique. L'approfondissement du travail de Gérard Hédé sur cette rivière et ses activités passées doit aussi offrir un portrait fascinant des habitants et des traditions locales qu'il a probablement pu découvrir à travers les témoignages des villageois et les archives locales. Ce parcours impressionnant de Gérard Hédé témoigne d'un engagement profond envers la préservation du patrimoine, qu'il soit matériel, historique ou culturel. Sa participation à la restauration de l'église de Nancy et au sauvetage de la commanderie des Templiers de Coulommiers, avec son rôle de fondateur du musée du papier, démontre tout simplement un investissement passionné dans la préservation des trésors de son territoire. Le musée du papier en particulier représente sans doute un témoignage précieux du savoir-faire ancien lié à l'histoire de la région et à l'artisanat local. Le fait qu'il organise également des expositions dans divers lieux historiques comme la commanderie, la bibliothèque ou la médiathèque de la Ferté-sous-Jouarre montre non seulement son désir de partager son amour pour l'histoire et l'art, mais aussi de rendre accessible à tous cette richesse patrimoniale. En tant que membre d'associations artistiques et historiques, il participe également à la diffusion de la culture locale, permettant aux habitants et visiteurs de mieux comprendre l'histoire de leur région. L'érudition de Gérard Hédé sur la guerre de 14-18 est également remarquable. On peut noter ses conférences sur des thèmes comme les bataillons scolaires ou encore l'artisanat de cette période sont tout simplement des occasions d'ouvrir des fenêtres sur un passé souvent peu exploré, en mettant en lumière des aspects de la vie quotidienne qui, sans son intervention, risqueraient de tomber dans l'oubli. Le titre de Chevalier des Arts et des Lettres qu'il a reçu en 2017, en reconnaissance de son engagement, est amplement mérité. Cela souligne son rôle essentiel dans la préservation du patrimoine bâti, culturel, historique et naturel de sa région. Ce type de reconnaissance est un véritable hommage à son travail acharné et à sa vision respectueuse du passé. Ainsi, les activités perdues du Grand Morin au fil du temps, au fil de l'eau, ne se contentent pas d'être un livre d'histoire locale, elles portent en elles l'âme de l'auteur, son désir de connecter passé et présent, de comprendre et de préserver les traces laissées par les générations précédentes, tout en enrichissant ses lecteurs d'une vision nuancée et approfondie de la région. Il semble que ce livre offre une belle occasion de plonger dans cette passion pour l'histoire et le patrimoine. Les activités perdues du Grand Morin au fil du temps, au fil de l'eau, aux éditions Fiacre. Toujours en présence de notre invité Gérard Hédé, qui nous a déjà présenté une première partie de son livre intitulé Les activités perdues du Grand Morin au fil du temps, au fil de l'eau, aux éditions Fiacre. La première émission a été tournée plutôt vers la géographie et l'histoire. Et aujourd'hui, bien, nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet, puisque nous allons aborder les principaux chapitres de ce livre, et vous commencez par la pêche. Alors pourquoi justement on va recommencer par la pêche et pas par une autre activité? Alors, la pêche, parce que depuis les temps les plus reculés, l'homme utilise ce qu'il trouve dans la nature, et
à savoir, la pêche a toujours été quelque chose de primordial pour l'homme. Alors, cette rivière a eu une pêche très active, une pêche professionnelle. On peut penser maintenant pêche de loisirs, mais là c'était une pêche professionnelle. Pourquoi? D'abord parce que le transport du poisson venant des côtes était impossible, il n'y avait pas de route. Donc, secondo, nous sommes dans une période où le catholicisme est très friand de poissons, car il y a énormément de jours maigres. Donc la pêche est totalement nécessaire. Alors, il y a des pêcheurs professionnels. Nous avons à Coulommiers une rue de la pêcherie. Donc ça veut dire, ça dit bien ce que ça veut dire, les hommes en règle générale allaient pêcher, et puis passaient derrière un petit brasset, sortaient le poisson, le nettoyaient, et c'était vendu dans la rue, sur des étals. Et à quelle période déjà vous pouvez dater cette période de la pêche? Depuis de tout temps, mais alors il y a eu des réglementations. C'est comment dirais-je, Thibaut IV de Champagne, le comte de Champagne, donc c'est début XIIIe siècle, hein. Oui, début XIIIe siècle, qui édite des décrets pour la pêche sur le Grand Morin. C'est-à-dire interdiction de pêcher de telle façon, avec tel outil. Donc il y avait déjà une espèce une idée de protection de la nature. Donc il y a une chose assez amusante, assez particulière, c'est que ce soit à Crécy ou à Coulommiers, il y avait des rues, à Coulommiers, il y a une rue qui s'appelle la rue des boutiques, qui s'appelait la rue des boutiques. Alors pour tout le monde, une boutique, c'est un magasin. Ben non, pas du tout. La boutique, c'était des viviers flottants. C'était des caisses en bois avec des trous dans lesquels on mettait le vif. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de congélateur, pas de moyen de conserver le poisson. Donc on conservait le poisson vivant et puis on le prenait en fonction des besoins. Alors vous parlez de la conservation du poisson, mais on sait aussi que le salage aussi a eu son importance. Pas ici, je crois, non. Le poisson était consommé assez rapidement. Parce que le salage, en plus de ça, le salage était très cher, le sel était très cher, donc il y avait la fameuse gabelle, donc non, c'était pas salé. Alors toujours sur la pêche, donc à partir du XIIIe siècle, il y a une certaine façon de pêcher. Est-ce qu'il y a au niveau, avec le temps, est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau de la pêche? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles formes, il y a eu façons de pêcher? Certainement des améliorations dans les moyens de pêche, hein, dans les filets. Bon, mais oui. Mais le côté intéressant aussi, puisque j'en reviens, on parle du Morin, mais il faut parler des 50 étangs qu'il y avait entre le Morin et la Marne, sur le plateau, là au-dessus de Coulommiers. 50 étangs qui étaient périodiquement vidés pour récupérer le poisson et qui alimentaient toutes les communautés religieuses de Paris. Il y a d'ailleurs un étang qui s'appelait l'étang de Saint-Denis, qui est sur la commune de Maisoncelles, qui appartenait à l'abbaye de Saint-Denis. Donc ils venaient périodiquement vider ces étangs et récupérer le poisson, et puis c'était emmené sur... Alors, qu'est-ce que... Alors, c'est toujours concernant la pêche, est-ce que tout le monde avait le droit de pêcher? Est-ce qu'il y avait une priorité? Alors, il y avait, dans la partie navigable, ça appartenait au roi. Dans la partie non navigable, ça appartenait au seigneur riverain. Donc, ce seigneur riverain, c'est pas lui qui allait pêcher. Donc, il louait à n'importe qui, à des individus qui avaient peut-être le titre de pêcheur, parce qu'il y avait également certains particuliers qui avaient les autorisations de pêche.
Alors, vous avez mentionné au cours de votre ouvrage qu'il y avait sur ce grand Morin que 17 kilomètres qui étaient navigables et pas le reste. Est-ce que sur cette longueur, sur ces 17 kilomètres, est-ce qu'il y avait par exemple une spécificité par rapport à la réglementation, à la loi, différente de ce qui était pratiquement non navigable? Simplement de ne pas mettre des pièges pour ne pas gêner la navigation. Il fallait laisser la navigation libre. On en parlera de la navigation, mais il faut bien avoir dans la tête que la navigation était prioritaire. Que ça soit venant de Lourdes, que ça vienne de la Marne, de la Seine, de Lyon, etc. Il fallait alimenter Paris, et la seule façon d'alimenter Paris, c'était par voie d'eau. Donc c'était prioritaire. Donc il fallait absolument qu'il n'y ait pas d'obstruction à la navigation. Et je vois également à travers votre livre qu'il y a aussi des peintures aussi qui ont été consacrées justement à la pêche sur le Morin. Alors à partir de... Oui, la pêche, tout à fait à la fin tout à fait au début du 19e, il y avait encore quelques pêcheurs, hein, encore quelques pêcheurs professionnels, et les peintres, il y a ce qu'on appellera la deuxième école de peinture, qui avait lieu sur Crécy et sur Villiers-sur-Morin, ont pris comme thème très souvent le Morin. Et on voit dans quelques tableaux, on voit des pêcheurs en action. Donc un très beau tableau de Prévost-Valéry sur un lanceur d'épervier. Voilà. Alors on constate aussi à travers votre livre que dans les archives municipales colombiennes, qu'elle possède plusieurs actes de vente de ces boutiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de la vente de ces boutiques entre les acheteurs qui n'étaient pas exclusivement des pêcheurs, car, comme vous le stipulez, nous trouvons également les acquéreurs, des aubergistes, un procureur, un huissier. Alors, quel était le rôle de ces personnes par rapport justement à la pêche? Alors, je suppose que tous ces gens qui achetaient du poisson vif aux pêcheurs et puis se les conservaient dans leur Vivier. dans leur vivier, là, dans leur boutique, en attendant l'utilisation. Est-ce qu'il y a eu un moment bien précis où justement le poisson de mer est venu prendre sa place sur les tables des... Oui. Quand les communications ont commencé à être faisables, on a tous en mémoire l'anecdote de Vatel à Chantilly qui se suicide parce que la marée n'arrive pas, donc ça venait de Boulogne ou je ne sais pas, et c'était la même chose pour toute la France. Tout ce qui était un petit peu éloigné de la côte, il n'y avait pas de poissons de mer, les gens ne connaissaient pas. Il y avait un petit peu de poissons salés qui venaient de là-bas, mais alors le transport pouvait durer plusieurs mois, plusieurs semaines. Ça, c'était pas gênant. Alors, la pêche, au début, était professionnelle, Oui. et puis avec le temps, la pêche est devenue un loisir. C'est devenu un loisir. Beaucoup de sociétés, là, il a fallu quand même le réglementer. Donc, il y a eu énormément de sociétés comment dirais-je, de pêche. Il y en a tout le long de la rivière. Chaque bourg et chaque village a sa société de pêche. Il y en a certaines sociétés qui ont des noms assez sympathiques. Le tire-bouchon de Pommeuse, la loche de Mourou, qu'est-ce que vous avez encore, les trempeurs de fil ou de Coulommiers, c'est des noms qui chantent. Voilà. Mais on peut également dire qu'il y avait véritablement un art de vivre avec justement ces pêcheurs le dimanche, puisqu'il y avait aussi il y avait un rapport très particulier entre les pêcheurs, les aubergistes, les gens qui venaient justement passer la journée au bord justement de la Marne, ou même du Morin, et parce qu'il y avait toute une activité très riche. Alors comme il y a eu au 19e un petit peu partout, de long de toutes ces rivières,
il y avait les guinguettes, les petites guinguettes, ou alors les petits restaurants où on vous proposait des fritures, de la friture de la rivière. Et c'était le cas, par exemple, à Dammartin-sur-Tigeot. Non, c'est sur Guérard, mais à Dijon-Allais. À Dammartin-sur-Tigeot, il y avait le Petit Robinson, un petit restaurant sympathique que j'ai connu, et dans lequel on pouvait manger une petite friture. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, toute cette activité a complètement disparu? Comment vous l'expliquez, vous, aujourd'hui? Alors ça va très loin parce que c'est pas la faute, c'est la faute de l'apparition de la télévision en 52, de l'apparition de la mobilette et puis de la voiture vers les années 60, qui font que les gens avaient trouvé peut-être davantage de liberté. Vont chercher ailleurs ce qu'ils ont peut-être à leurs pieds. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, les gens du village, quand ils faisaient la canicule, eh bien, on descendait au bord de la rivière, les femmes avec leurs tricots, et puis les hommes, peut-être avec le voisin, on jouait aux cartes. Ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture et puis on va au bord de mer, ou alors on reste enfermé chez soi en mettant la clim. On a abordé l'un des principaux chapitres de ce livre intitulé « Les activités perdues du Grand Morin au fil du temps, au fil de l'eau » aux éditions FIAC, avec notre invité Gérard Hédé. On peut lire plus en détail, effectivement, dans votre ouvrage, toute cette activité sur la pêche qui finalement remonte bien presque au début du XIIIe siècle. Eh bien Gérard, je vous dis merci et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine émission.